donc quand on est un passionné de voitures et féru de technique, comment est-ce qu'on en arrive à acheter une Jaguar? Ah oui. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile de faire passer l'idée à mes collègues et à mon associé qui m'a dit mais une Jaguar, t'es sûr, tu vas te lancer dans le golf, etc. Ça m'a bien fait rire, mais c'est vrai que j'ai vraiment craqué pour cette ligne. Ouais. Voilà, c'est vraiment la ligne ici en coupé qui m'a vraiment attiré, et puis la sonorité du V8. Voilà, je crois qu'il faut encore un petit peu en profiter parce que. J'ai vraiment craqué pour ce véhicule. C'est vrai que c'est pas le plus sportif des véhicules que j'ai pu conduire et avoir en ma possession, mais c'est un véhicule qui a beaucoup de cœur. Oui, voilà, il y a vraiment un charme, etc. Il y a une âme, il y a vraiment une âme, et c'est ça qui m'a un petit peu fait craquer. Mais bon, le véhicule n'est pas non plus exempt de défauts. Hein. Oui, je pense que tu as également une F-Type. Également une F-Type, le petit modèle. Le petit modèle, c'est en 3 litres donc avec. C'est 3 litres V6. C'est la S donc de 380 chevaux, voilà. Donc voilà, dans les petits défauts, on entend hein, des fois des petits grincements, etc., qui sont voilà, pas toujours, on va dire, dignes d'un véhicule, en tout cas de cette gamme-là ou de ce tarif-là, de ce prix-là. C'est vrai qu'on est plutôt en mesure de s'attendre à une qualité, je veux dire, une finition irréprochable. C'est pas toujours le cas. Voilà, ça, et ce bruit-là me le rappelle assez régulièrement. Aussi. Voilà, plutôt du côté de la fenêtre. Ah bah voilà, chacun son petit bruit finalement. Oui, tout à fait. En termes, je vais dire, oui, le GPS est une catastrophe. Hein, Moi, j'ai la version suivante. Ah, tu as la version suivante déjà. Mais qui est un petit peu mieux, mais qui n'est pas. Maintenant, ils ont carrément, je pense qu'il y a encore une troisième version. Oui, ils viennent de faire avec un grand écran. D'accord. En tout cas, cette version-là fait vraiment penser à une version de chez Lexus sortie en 2000. Au niveau de la qualité de l'écran, au niveau, je vais dire, de la qualité de la caméra arrière, c'est vraiment une catastrophe. Voilà. Heureusement, généralement, on n'achète pas ce type de véhicule pour son GPS. Ouais. Mais ça fait partie du pack. Voilà, ça fait pas acheter cette voiture-là et qu'on l'a comme ça. Non, c'est ça. Évidemment, ça fait partie du pack. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Alors voilà, c'est vraiment son bruit. Hein. Ça fait partie d'une de ses qualités indéniables. C'est vraiment la poussée, le bruit, le coffre de ce 5 litres V8. Voilà, alors dans les défauts, puisqu'on était dans les défauts, la pédale de frein est très spongieuse. Oui. Je trouve qu'il est très très difficile de bien doser son freinage, et ça donne un sentiment d'insécurité parce que on a l'impression qu'elle va pas freiner assez ou quelque chose ainsi. Donc on n'a pas ce premier contact assez dur qu'on pourrait avoir avec une Porsche, avec d'autres véhicules un peu plus sportifs, ou la M4 par exemple. Donc ça c'est un petit peu, ça montre qu'il n'y a pas ce côté super sportif. Oui. Au niveau de l'endurance des freins, c'est une des seules options que ce véhicule n'a pas, c'est les freins carbone céramique. Ouais. Et j'ai pas eu l'occasion de tester un véhicule de ce type avec ce système de freinage, mais avec le système de freinage d'origine, on arrive très très vite aux limites. C'est-à-dire que après 4-5 freinages vraiment bien appuyés, les freins deviennent, la pédale devient encore plus spongieuse, les freins commencent à fumer. Enfin bref, c'est vraiment pas fait pour. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une GT. Ils ont voulu mettre tout le GT, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous a mis ici une boîte 8 de chez ZF, la ZF 8 HP 70, qui, comme un petit peu son nom l'indique, peut prendre jusqu'à 700 Newton de couple. Ça tombe bien, on est à 680 ici, donc ça c'est impeccable. Et le fait d'avoir mis une boîte à convertisseur de couple montre bien qu'on veut que ce véhicule soit agréable à conduire au quotidien, avec des passages de boîte très très fluides, très souples, sans avoir quelque chose de très très dur comme on pourrait l'avoir sur la M4 avec une boîte DKG
aménagé, qui a une boîte à double embrayage, où à chaque changement de vitesse, on laisse toujours ce petit à-coup, même si on roule de manière très coolée. Ouais. C'est vraiment tous ces défauts qui font aussi son charme. Oui, les amateurs Jaguar vont dire, c'est comme la voiture italienne. Voilà, les amateurs vont dire, ça, le tout fait le charme de la voiture. Exactement. Donc voilà, moi c'est ce qui m'a touché, et c'est vrai que l'allure du véhicule, c'est un véhicule qu'on ne voit pas spécialement souvent. Hein, c'est vrai, sur les routes j'en croise très rarement, en V8 encore un petit peu moins. Mais d'autant plus que c'est une première génération, puisque si on veut remonter à son ancêtre qui est la type E, je veux dire, il n'y a pas de 911, mais il y a 50 ans 911 avant. Tout à fait. Ici donc, on a vraiment un véhicule très c'est pas moi la génération précédente. Tout à fait. Ça va venir parce qu'il y a le relating, mais qui est très léger, mais il n'y a pas vraiment d'ancienne Jaguar F-Type. Exactement, donc ça reste un véhicule assez unique, et c'est vrai que les gens se retournent quand ils la voient. C'est pas un véhicule non plus péjoratif. Je veux dire, Porsche peut avoir cette image, un petit peu, on dit, ah tiens, il roule en Porsche, etc. Ça peut être péjoratif. Dans le cas d'une Jaguar, on ne sait pas spécialement où se positionner, parce que c'est vrai que c'est rare, c'est une belle ligne, et on n'a pas spécialement d'avis sur une Jaguar. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose assez nouveau, et on ne s'attend pas à ce qu'une Jaguar puisse être aussi sportive. Voilà, on va profiter d'une ligne droite pour accélérer un petit peu. L'échappement est complètement incroyable. À se demander comment ils ont pu homologuer quelque chose de pareil. Je pense vraiment pas qu'il faille changer la ligne d'échappement sur ce type de véhicule. C'est lié aussi au côté compresseur et pas turbo. Alors turbo, oui, tout à fait. Un turbo va toujours étouffer le bruit, puisque une partie, tous les gaz d'échappement vont passer directement dans le turbo, et donc du coup ça étouffe. C'est notamment le cas sur la Porsche Turbo. On n'entend aucun son, on entend souffler. C'est même dommage. Ici, avec le compresseur, on a une réactivité aussi, puisque directement, dès qu'on appuie avec le compresseur, on a directement la puissance qui est là, le couple qui est là. Ça, c'est vraiment, quand on n'a plus l'habitude de conduire des véhicules compresseurs ou atmosphériques, retrouver un véhicule qui peut vous donner 680 Newton de couple directement est très surprenant. C'est un bon compromis entre l'atmosphérique et le véhicule turbo. Oui, tout à fait. Mais c'est quand même. Si tu un peu entre les deux, avec les avantages et les inconvénients. Et les inconvénients, parce que dans les inconvénients, le compresseur, mange de l'énergie. Voilà, il est mis directement avec la courroie sur le moteur, et du coup, il est énergivore comparé à un turbo qui lui est entraîné par les gaz d'échappement, et du coup, est beaucoup plus économe que ça. D'ailleurs, en termes de consommation, voilà, ici, on va dire qu'on a fait quelques accélérations, etc. Et on est sur une moyenne de 16 litres au 100. Avec un véhicule équivalent en turbo, on serait 4 à 5 litres en moins sans problème. Oui, ça m'étonne pas. Ça, c'est sûr. L'autre bête noire du véhicule, le poids. Évidemment, le poids, ici, en version 4 roues motrices, on est à plus ou moins 1 tonne 880, je pense. C'est très lourd, c'est très lourd comparé évidemment à une Porsche Turbo ou une Porsche GTS, etc., qui est une référence, où on est plus ou moins entre 1 tonne 4 et 1 tonne 450. Ici, se retrouver avec 1 tonne 8 est très pénalisant. Les freins ont vraiment du mal. Et alors, le problème, c'est qu'au niveau de la dynamique du véhicule, on sent bien que le véhicule au freinage vient s'écraser et vient même un petit peu se tordre en utilisation un peu plus sportive. Ça, c'est un petit peu, c'est dérangeant, c'est un peu contre nature, évidemment. On sent que c'est moins équilibré. On va prendre, je reprends toujours la M4, puisque nous avons également une M4 en véhicule démo chez nous. Ça ne bouge pas. C'est vraiment incroyable. Le châssis ne se tord pas, et c'est vraiment un véhicule qui est prédestiné à la piste. Ici, je ne me lancerai pas à Francorchamps avec ce véhicule plus de 4-5 tours, parce que je sais bien qu'on va arriver à des limites très très rapidement. Voilà. Puis à côté, ici, on a la puissance du 911 turbo, mais les performances d'une 4S. Voilà, le poids et la puissance de ce côté-là, il n'y a pas photo. Il faut tirer les 450 kg supplémentaires du véhicule, et du coup, c'est très très pénalisant. Déjà, au simple démarrage arrêté,
la Porsche prend directement le dessus, et puis ça ne fait que de s'aggraver sur un essai comme 400. Ah ouais, là c'est terminé. Voilà, le véhicule est complètement largué. C'est pour ça qu'ici on a 550 chevaux. Ça peut paraître énorme comme puissance et surtout comme couple, mais ramené à la réalité, en test 0 à 100 ou même 400 mètres lancés, on est sur des performances de Carrera 4S, voire GTS, mais pas plus quoi. On a le 0 à 100 d'une M4, on en parlait, qui fait 100 chevaux de moins. Tout à fait. Un peu plus. Tout à fait, voilà. Ici, le 0 à 100 est effectué en plus ou moins 4 secondes. Je dis plus ou moins parce que suivant c'est une version 4 roues motrices ou suivant que ce soit la 2 roues motrices, on arrive à des temps qui sont un petit peu différents. Je pense ici avec la version 4 roues motrices, on est à 3,9 secondes. C'est le meilleur temps qu'on puisse faire avec cette version-ci. C'est le temps de la M4 avec le pack compétition. Exactement, voilà. Alors, je vais